Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Qui élit aujourd'hui son nouveau président? Un nouveau président, on a envie de dire, et après, un nouveau président, à quoi ça va servir? Et puis surtout, quels sont les défis auxquels va être confrontée l'Europe, auxquels vous, les députés, allez être confrontés très vite, très rapidement, dans les semaines qui viennent. On en débat avec vous. Michel Rivasi, vous êtes député Vert, Alliance Libre Europe. Jean-Paul Denanot, vous êtes député socialiste et démocrate. Et puis Patrick Le Yarrick, député Gauche unitaire européenne, Gauche verte nordique. Alors, on explique tout de même qu'au moment même où on est en train d'enregistrer cette émission, qui sera diffusée en fin d'après-midi sur le site de l'humanité.fr, on n'a pas encore totalement le résultat des courses. On va peut-être dire quand même un mot sur l'allure que prend à l'issue de ces deux tours cette élection du président de l'Europe. On ne sait pas si ça intéresse énormément le public en règle générale. En tous les cas, ici, ça crée quand même, on est quand même au cœur de la vie politique du Parlement. Patrick Le Yarrick. Un petit détail. Il faut d'abord expliquer pour que tout le monde comprenne, c'est que il est de tradition, de fonctionnement ici, qu'au terme des 2 ans et demi de mandat, on renouvelle les présidences de l'institution en général, les vice-présidents, voire même parfois les présidents de commission. Ce n'est pas comme dans notre Assemblée nationale et notre Sénat. C'est ça. Donc les députés sont élus pour 5 ans, on le rappelle aussi, puisque eux sont élus au suffrage universel par tous les électeurs européens. Le président est élu au sein du Parlement pour 2 ans et demi. Celui qui était président avant, Martin Schulz, aurait pu se représenter pour les 2 ans et demi qui suivent. Ça n'a pas été le cas, donc c'est la raison pour laquelle on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle élection. Michel Rivasi, on commence peut-être par vous. Physionomie un peu de ces deux premiers tours. Est-ce qu'il y a vraiment des surprises finalement dans ces votes? Moi, je trouve qu'on a loupé le coche. On a loupé le coche parce qu'on a des candidats qui vont pas relancer l'Europe. Et notamment l'importance du Parlement européen, parce vous avez parlé des députés, mais ils sont démocratiquement élus. Et là, on a un candidat, Tajani, qui représente le Parti populaire européen, qui, à mon avis, va gagner, parce que quand on fait le report des voix, il a une majorité. Après, on a un candidat socialiste, Pittella, qui est pas mal, mais sans plus. Là, je dis, on a loupé le coche, parce qu'on aurait eu un candidat socialiste qui montrait qu'on cassait la coalition. Parce qu'il faut expliquer aux gens qu'il y avait quand même une coalition entre le PPE, les libéraux et les socialistes. Là, le fait que Schulz démissionne, ça casse la coalition parce que on ne veut pas, parce que le problème c'est que s'il n'y a pas un socialiste, eh bien l'ensemble des pouvoirs appartient aux conservateurs. Et la droite dit on a gagné les élections, il n'y a pas de raison que le président ne soit pas de chez nous, quoi, en gros, quand même. Oui, sauf qu'il y avait quand même un deal en disant c'est Schulz pendant 2 ans et demi et après c'est le PPE. Sauf que le PPE tient la commission, puisque M. Juncker il est représentatif du PPE, et le Conseil européen est tenu par Donald Tusk, qui est un PPE. Donc sinon, tous les pouvoirs sont tenus par un PPE. Et là où je dis on a loupé le coche, c'est qu'on n'a pas eu un candidat suffisamment charismatique qui porte des valeurs de gauche par rapport à une Europe qui n'est plus crédible vis-à-vis des citoyens européens. Vous voyez, il fallait donner une nouvelle dimension. Et là, on aurait pu faire une coalition avec les libéraux, avec les socialistes bien sûr, avec les écologistes et la GUE, pour avoir une autre impulsion. Sauf que là, M. Pittella, c'est dommage, mais vous voyez, il n'a pas ce charisme qui pousse à une nouvelle coalition. Alors Jean-Paul Denanot, on en parle souvent autour de cette table, ce retour à quelque chose qui ressemblerait à une candidature union de la gauche. Visiblement, ça ne semble pas être effectivement l'image que présente Pittella, le socialiste italien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un petit peu de la manière dont se déroule cette élection? Pittella s'est engagé quand même à mettre fin à la grande coalition, c'est-à-dire à se tourner d'abord vers ses partenaires de gauche, je pense à la GUE et je pense aux Verts, avant d'aller éventuellement négocier avec d'autres. Donc c'est un engagement fort de sa part de faire qu'il y ait une véritable démocratie européenne qui s'exerce avec des valeurs de gauche qui soient fortes. Et face à ça, on a effectivement un centre droit qui s'est renforcé, avec une alliance un peu inattendue entre le PPE et l'LD, qui a été faite hier soir, on ne sait pas trop dans quelles conditions, et qui effectivement bouleverse un peu les pronostics. Mais les choses ne sont pas complètement terminées. Je pense qu'effectivement, si à la fois la GUE et les Verts, puisqu'on n'est pas sur Europe Écologie Les Verts ici,
se mobilise pour faire en sorte que Pittella puisse être président, je pense que c'est encore jouable. Alors, Pittella, il a ses qualités et ses défauts comme tout le monde, mais il s'est quand même engagé, effectivement, à jouer la partition de gauche au Parlement européen. Et je crois que c'est un signe quand même qui est très, très important. Oui, c'est une nouveauté quand même très forte. Alors là, la balle est un peu envoyée dans le corps de Patrick Le Yarrick. C'est possible que la GUE, ou des députés de la GUE, en tous les cas, soutiennent à un moment donné la candidature de Pittella en l'état, j'allais dire. Comment vous voyez les choses? C'est-à-dire, la nouveauté, c'est qu'en principe, en vertu d'accords anciens, dès lors que M. Schulz se retirait au terme de ces 2 ans et demi, la logique ancienne voulait que le candidat commun de ce qu'on appelle la grande coalition soit quelqu'un du PPE. Dès lors que nous avons un candidat socialiste et des candidats des autres forces de gauche et écologistes, certes, mais dès lors que nous avons un candidat socialiste, la grande coalition, de fait, elle subit une déchirure extrêmement importante, et ça peut être porteur pour l'avenir. Nous, évidemment, nous ne ferons rien pour qu'on ait comme président du Parlement européen un ancien commissaire européen, un ancien compagnon de M. Berlusconi, parce que même dans le choix du candidat fait par le PPE, ils ont trouvé quand même celui qui est le plus à droite, bien que ce dont il s'agit, c'est la gestion du Parlement européen. Mais c'est quand même ce à quoi ça aboutit aujourd'hui. Ce manque... non, allez-y, juste une critique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Nous, pour les écologistes, voter Tajani, c'est très dur. Oui, c'est ça, je voulais parce vous lancer là-dessus. En dehors du fait qu'il est berlusconien, il est anti-LGBT, donc vous voyez, anti-avortement, etc. Et en plus, c'est quand même lui qui a été complice en quelque sorte et qui n'a pas dit au public le problème du scandale de Volkswagen. Vous voyez, parce qu'il y avait plein d'associations qui l'informaient que les tests qui étaient faits n'étaient pas en conditions réelles, que c'était des tests qui étaient faits par rapport aux industriels, et lui, il n'a rien fait. Donc comment on peut dire qu'il va porter le Parlement européen, sachant un peu les casseroles, vous voyez, qu'il a. Sur, vous voyez, M. Pittella, moi, on va voter socialiste, mais quand même, on est très déçus, parce qu'il y a eu plusieurs rencontres, et on lui a dit une chose. Autant, regardez, les citoyens européens critiquent le libre-échange. Vous voyez, au niveau du TTIP, ça a été plus ou moins abandonné. Mais il y a le CETA, là, qui va être voté le 2 février. On lui dit, donnez-nous un signe d'un engagement comme quoi on va saisir la Cour de justice européenne pour voir l'adéquation entre ces traités et le traité de Lisbonne. Eh bien, il dit non. Alors, moi, je veux bien. Vous faites soi-disant sauter la coalition parce qu'il se présente. Mais en tant qu'individu. Mais le parti, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Là, c'était un signe fort, vous voyez, pour qu'il y ait une mobilisation. Quelle est la politique que je vais faire? Moi, je ne fais plus confiance au blabla. Moi, j'avais envie de quelqu'un qui porte une politique différente par rapport à toutes les critiques qu'on entend à l'extérieur sur la mondialisation et sur le fait que ça va contre les consommateurs européens. Alors, bon, là, on fait allusion, expliquons bien, on fait allusion au fait effectivement que sur le CETA, tous les socialistes n'ont pas voté contre, ce que demandaient effectivement les Verts, ce que demandait la GUE, mais que les socialistes français, quand même, dans leur majorité, étaient contre. Là, bon, voilà. Vous avez écouté, dans la primaire de la gauche en France, vous avez écouté Vincent Peillon qui a dit clairement qu'il ne voterait pas le CETA. Donc on est un certain nombre à être sur ces positions-là. Et je pense que c'est très important, c'est un signe très important qui vous est donné. Donc vous avez plein de raisons de voter pour Pittella. Oui, mais enfin, Vincent Peillon, il n'est pas représentatif du Parti socialiste et démocrate européen. Il n'est pas. Oui, mais il est dans le groupe. Il est dans le groupe socialiste européen. Oui, mais bon, c'est pas tout à fait terminé. On va bien voir ce qui va se passer tout à l'heure, Pittella ou pas. Mais en même temps, on sent bien dans ce que vous dites que on ne trouve pas qu'il y ait des candidats qui soient réellement à la hauteur de la mission, peut-être encore moins que l'était Martin Schulz, même si vous n'avez pas les uns les autres ménagez vos critiques. Martin Schulz a été un grand président. Voilà, il a porté le alors allons-y, bilan de Schulz. Allez-y, les uns après les autres. Il a été pas le bilan de Schulz, mais moi je veux faire une remarque qui est la suivante. Quand il y a des élections européennes, les élections européennes déterminent le rapport de force dans l'Union européenne, dans cette Assemblée, voire même, selon les élections, dans le Conseil européen. Quand il y a beaucoup d'abstentions, comme cela s'est passé en France, nos forces politiques
ont été victimes de cette abstention, celles qui sont autour de la table. Et qui a progressé? Les forces de l'extrême droite qui, elles, ne portent pas un projet de progrès social ou écologique dans cet hémicycle. Et donc, la question de la participation au vote pour porter des forces progressistes dans le Parlement européen, c'est une question qu'il faudra reposer à la lumière de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous attendez en réalité du prochain président? On va revenir tout à l'heure un peu en détail sur les dossiers, parce que c'est quand même ça qui est à l'ordre du jour en ce moment. Quelle attitude voudriez-vous qu'il ait dans les institutions européennes? On va rappeler 2 ou 3 choses quand même qui vous guident politiquement. Qu'est-ce que vous, parlementaires, députés européens, vous souhaitez de la part d'un président? Qu'est-ce que vous allez défendre finalement tous les jours dans ce Parlement par rapport à sa présidence au sein de l'Union européenne? Écoutez, je vais vous prendre un exemple d'actualité. Hier, j'ai écouté Donald Trump, qui a critiqué fortement l'Europe pour dire « Ah ben écoutez, moi, je félicite l'Angleterre d'être sortie de l'Europe et il va y avoir d'autres pays qui vont le faire. Sur l'OTAN, c'est un très mauvais accord et en plus, ils ne participent même pas au financement de l'OTAN. Donc ça, c'est leur problème. » Quand j'entends ça, j'aurais aimé, vous vous demandez quel est le rôle d'un président du Parlement, que M. Schulz ponde un communiqué, qu'il aille chercher M. Juncker, qu'il aille chercher Donald Tusk, qui est président du Conseil européen, en disant on fait un communiqué commun et on dit à Donald Trump, occupez-vous de vos affaires, vous avez à gérer les États-Unis, ce n'est pas une mince affaire. Nous, c'est l'Europe. Vous n'allez pas nous dire quels sont les pays qui vont quitter l'Europe, etc. Alors là, ce sont plutôt les chefs d'État qui l'ont fait. Alors, il y a eu Mme Merkel, il y a Hollande. eu François Hollande, mais l'Europe n'existe pas. Donc déjà, une dimension politique. Parce que le Parlement européen, contrairement à ce qui est véhiculé un peu dans les médias, alors pas le vôtre, puisque vous nous faites parler, mais très souvent, c'est toujours Bruxelles, mais c'est toujours le Conseil européen ou c'est la Commission. Rarement, il y a l'intervention des députés européens qui constituent le côté démocratique de l'Europe. Parce que vraiment, on représente les citoyens européens, chacun dans nos pays, et on est pour l'intérêt général de l'Europe. Donc ça, pour moi, c'est un rôle politique. Après, c'est un rôle de faire participer l'ensemble des groupes. Parce que ça m'a beaucoup appris. Vous voyez, j'ai été députée à l'Assemblée nationale et députée européenne. À l'Assemblée nationale, on a droite-gauche. C'est complètement débile des fois, puisqu'il y a des choses qui sont proposées, des amendements de droite, qu'on pourrait très bien accepter parce qu'ils apportent une valeur ajoutée, ou de gauche, suivant le parti qui est majoritaire. L'Europe, c'est le compromis. On essaie de discuter avec l'autre pour faire avancer les dossiers. Et je trouve qu'il y a une dimension intelligente, vous voyez, de l'intérêt général qui est beaucoup plus forte ici. Vous voyez, on devient moins bipartisme, Et donc, là, il y a plein de dossiers, il y a plein de défis auxquels on est confronté. Alors, on va y revenir sur ces dossiers, simplement, Jean-Claude, un mot par rapport à ce rôle du président. Non, la question qui est posée, c'est celle des institutions européennes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire l'organisation même de l'Union européenne, avec 3 pôles de décision, quelque part, qui est le Conseil d'un côté, la Commission de l'autre et le Parlement. Et donc, c'est le futur président du Parlement, et ce qu'a commencé à faire Schulz d'ailleurs, devra s'imposer davantage par rapport aux 2 autres poids qui interviennent dans les institutions européennes. Je crois que c'est ça le problème, faire en sorte que le président du Parlement européen s'impose par rapport aux autres institutions et s'impose par rapport notamment à la Commission. Le Parlement européen, jusqu'à présent, n'a pas encore le droit d'initiative. Je pense qu'il faudrait que le Parlement européen, à terme, puisse avoir le droit d'initiative, c'est-à-dire proposer des lois européennes. C'est ça le fond de la question, et c'est le vrai enjeu qui est aujourd'hui. Il faut bien le réexpliquer à ceux qui nous écoutent. C'est votre avis aussi, j'imagine. Moi, je crois que ça, c'est un enjeu très important qu'on ne peut pas résoudre là, puisque ça découle des traités. Mais le pouvoir pour le Parlement européen de déposer lui-même des projets de directive, pour simplifier, des projets de loi que nous discutons et non pas des tributaires de textes qui nous viennent de la Commission après discussion du Conseil, ça c'est un gros problème pour la seule Assemblée élue directement par les peuples. Et je crois qu'il faudrait arriver à porter ça avec beaucoup plus de force. Et même un président du Parlement européen serait autorisé
à faire cela, même si c'est vrai que dans la précédente législature, le président du Parlement européen s'est un peu plus affirmé. Il a d'abord parcouru les pays, il a été à chaque conseil, il est à la table, il fait valoir parfois des résolutions que nous votons avant les réunions du Conseil ou d'autres institutions européennes. Simplement, j'affaiblis un peu ceci par le fait qu'il y a ces textes des 5 présidents que je n'aime pas beaucoup. Parce que ce sont les textes des 5 présidents, ça veut dire que chacun des présidents des institutions, ils ont ensemble une espèce de texte commun, de programme commun, que moi je n'aime pas beaucoup. Parce qu'on confond beaucoup de choses. On confond l'exécutif et on confond ceux qui sont chargés de faire la loi. Et ça, ce n'était pas une bonne chose, je combats plutôt ça. Et un président du Parlement européen, il doit respecter ou faire respecter le pluralisme politique. On a voté en décembre un règlement intérieur qui ne nous convient pas beaucoup parce que en fait il affaiblit les forces les moins importantes du Parlement. Alors 2 ans et demi de mandat pour le président qui va sortir là dans ce soir ou en tous les cas voilà ce soir de l'élection ici au Parlement européen. On le disait, il va avoir du pain sur la planche. Plusieurs défis attendent l'Europe immédiatement. Tout de suite, on va dire un mot du Brexit. Theresa May, la première ministre britannique, vient de faire son discours. Brexit is Brexit. Elle vient de redire qu'elle était plutôt, enfin ce qu'on entend, ce qu'on retient. Moi j'ai écouté tout à l'heure le début de son intervention. On l'entend effectivement très clair sur le fait qu'elle n'est pas contre l'Europe, mais elle est contre l'Union européenne bien sûr, et qu'en tous les cas, elle nourrit une volonté de retour du Royaume-Uni vers le monde. Voilà, le monde avant l'Europe. La supranationalité européenne est en contradiction, dit-elle, elle l'a dit tout à l'heure textuellement, est en contradiction avec l'avenir mondialisé des Britanniques. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Brexit? C'est une menace ou pas pour l'Europe? Comment vous voyez les choses? Écoutez, c'est une menace pour l'Europe, c'est évident. On se serait passé du Brexit. Mais je crois que justement, il faut que l'Europe, les institutions européennes à leur ensemble puissent résister à d'autres volontés, d'autres pays qui pourraient avoir la même tentation. En expliquant, et d'ailleurs le Royaume-Uni commence à s'en rendre compte, en expliquant les difficultés que ce pays aurait à l'extérieur de l'Union. Il y a plein de sujets qui effectivement rassemblent les pays de l'Union européenne. Bon, on parle de l'agriculture, on parle des fonds de cohésion, on parle de la défense aujourd'hui de plus en plus. La question de la défense va être de plus en plus prégnante dans les débats qui viennent. Et ça, la question de la défense européenne, elle ne peut pas se faire pays par pays. Si on veut être à peu près défendu alors qu'on nous dit de l'autre côté de l'Atlantique qu'on va nous laisser tomber, il faut quand même qu'on soit conscient de nos responsabilités. Donc il faut qu'on travaille sur ces questions-là. Voilà. Il y a plein de sujets qui nous amènent forcément à travailler entre pays. Alors après, la structure de l'Union européenne, c'est une autre affaire. Aujourd'hui, on est plutôt dans une addition d'États, ce qui me désespère un peu. Je pense qu'on devrait aller plus vers des compétences reconnues au niveau européen. Au lieu d'avoir des doublons entre l'Union européenne et les États, on pourrait avoir une partition, comme on le fait dans les institutions françaises par exemple, entre les diverses collectivités, un rôle défini pour chacun. Patrick Léhéric, toute chose malheur étant bon, on va le dire comme ça, est-ce que justement le Brexit, c'est pas une manière pour l'Europe de redéfinir un petit peu ce qu'elle est à l'heure actuelle? Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut aller tirer dans ce sens-là, j'allais dire? Non, oui et non, parce que le Brexit n'est pas le seul événement. Moi, je pense qu'il y a des plaques tectoniques qui sont en train de bouger et la géopolitique mondiale est en train de changer. L'attitude de Trump vis-à-vis de la construction européenne, sa tentative de nouvelle alliance avec la Russie, laquelle Russie fait une nouvelle alliance avec la Turquie, laquelle Turquie maintenant englobe dans son giron un certain nombre d'autres pays. Donc il est en train de se passer des choses considérables qui renforcent l'idée d'une refondation progressiste et démocratique de la construction européenne telle que nous la connaissons, en associant beaucoup plus les peuples. Parce que s'il n'y a pas plus de démocratie, si les peuples ne sont pas plus co-constructeurs de la construction européenne, on va continuer à se déchirer. Et si
on n'avance pas vers un progrès social et environnemental considérable. Alors évidemment, le fait que le Royaume-Uni s'en va pour répondre à cette question-là est un problème, mais on ne sait pas comment ceci va tourner, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne peuvent pas d'un côté faire un mini paradis fiscal, se mettre en concurrence contre nous et quand même bénéficier de ce qu'on appelle le marché intérieur, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs questions nouvelles qui se posent et qui nécessitent un débat de refondation, mais moi je souhaite que ce soit une refondation progressiste. Et les autorités françaises, nous avions suggéré ça au président François Hollande au mois de juin, après le référendum britannique, de lancer l'idée. Il nous avait un peu dit qu'il retenait cette idée que nous lui avons suggérée, de lancer l'idée d'une conférence européenne de refondation, que moi je dis progressiste, tout le monde n'est pas obligé d'employer mon terme, mais c'est mieux si c'est progressiste et écologique que statique. Michel Rivasi, Brexit. Mais moi je voulais revenir sur le discours de Thérèse May, parce que j'étais quand même un peu choquée en disant que, et je reprends aussi ton expression, elle veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Parce qu'elle dit, moi je veux faire des accords, d'ailleurs elle a commencé à vouloir faire des accords avec les États-Unis, et on lui a dit non, vous n'êtes pas encore sorti de l'Europe, donc à titre personnel vous ne pouvez pas le faire, et qu'on est prêt à revenir sur un paradis fiscal. Or, vous voyez bien que si l'Angleterre, elle voulait être dans l'Europe pour garder ses prérogatives et pour encourager la défiscalisation ou le fait qu'il y ait des paradis fiscaux, ça va complètement contre le projet européen à l'origine. Et là où il faudrait que le Brexit nous oblige à savoir quel est le nouveau projet européen. Tout à l'heure, vous parlez de compétences. Quand on voit le défi climatique, on s'est dit l'Europe, c'est la bonne échelle pour répondre aux défis climatiques, vous voyez, par rapport d'ailleurs à un certain nombre de propositions que l'Europe a faites. Mais il y a aussi un déficit social, parce qu'on voit que toute la problématique sur la directive sur les travailleurs détachés, ça pose de la concurrence à l'intérieur de l'Europe par rapport aux travailleurs. Et on voit, et là elle pose la question, sur le dumping fiscal aussi. Regardez, la présidence maintenant c'est Malte. On a fait faire une étude sur Malte. C'est un paradis fiscal. On en parlera dans un autre débat, mais disons-le, non, puisque mais vous je avez veux levé dire l'IF, si je qu'à puis un dire. moment, le Brexit doit nous poser des questions sur c'est quoi le nouveau projet européen. Il faut qu'il soit progressif. Il faut que les gens se reconnaissent dans la valeur ajoutée de l'Europe. Si l'Europe devient qu'un marché, et en plus un marché hyper mondialisé où il y a une désindustrialisation de l'Europe, les gens se disent à quoi ça sert. Et donc il faut faire une conférence tout à fait européenne en disant c'est quoi la valeur ajoutée de l'Europe et comment on peut apporter un plus au niveau de nos peuples sur les minima sociaux, sur un revenu, si vous voulez, qui est dans chaque pays minimum, etc. Or là, eh bien, les gens se disent, c'est plus la prospérité, c'est le chômage. Il n'y a pas de grand plan d'investissement. Il n'y a qu'une politique d'austérité. On voit ce que ça nous coûte, vous voyez, dans notre quotidien. Donc, c'est reconstruire le rêve européen avec les citoyens. D'où cet aspect de déficit démocratique. Donc on retient de ça tout de même vigilance dans ce qui va se passer au cours des négociations sur le Brexit, bien sûr, qui vont forcément engendrer un débat politique. Vous tous, vous allez y participer. Et on se rend bien compte, dans le débat qu'on amorce ici, que vous allez avoir à définir, vous allez être amené à définir effectivement de nouveaux objectifs européens dans le cadre de ce débat. Alors, la seule chose qui m'inquiète, c'est que s'il n'y a que des PPE qui sont responsables de la situation de l'Europe dans laquelle elle est, quel est l'espoir qu'on va avoir? C'est pour ça que je suis très déçue par cette élection. Vous votiez Pitella. Voilà. Mais oui, on votera Pitella. Mais je ne suis pas sûre qu'en votant Pitella, on va obtenir la majorité. C'est ce que j'allais vous dire. Comment est-ce que vous allez vous y prendre en dehors de faire une espèce d'alliance quelque part? Il faut bien à un moment donné faire une alliance quelque part pour dire on a massivement apporté les valeurs communes. Les forces progressistes, elles sont autour de cette table, donc il faut être clair. Si elles ne sont pas capables de se rassembler, ici comme en France d'ailleurs, c'est la même chose. C'est la même problématique qui est posée. Si on n'est pas capable de se rassembler, on va disparaître. Donc il faut être conscient de ça. Il faut que tout le monde soit bien conscient de ça.
Est-ce que vous diriez, Jean-Claude Delano, que ces années-là qui viennent, ces mois même, vont être quand même décisifs pour l'Europe et pour l'image de l'Union? Parce que comme le disait Patrick Le Héry tout à l'heure, c'est en train de bouger tout ça, quoi. Mais ça c'est clair, les mois, même les mois qui viennent vont être des mois cruciaux pour l'avenir de l'Europe. Je crois qu'effectivement, si l'Europe n'est pas capable de se réformer, d'imaginer un avenir différent, effectivement, avec la question que tu évoquais des travailleurs détachés, mais la problématique là, elle est qu'il y a des divergences d'appréciation entre les États de l'Union européenne. Les anciens États de l'Est ne veulent pas en entendre parler. La Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, ils ne sont pas favorables. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un dialogue avec ces pays-là pour faire en sorte qu'on abroge cette directive de travail détaché. Nous, on est prêts, il n'y a pas de souci. Mais les autres, ils y voient aussi leurs intérêts. Voilà. Patrick Le Héry, là-dessus, sur cette question des mois à venir, de ce que vous allez tout simplement, vous, députés européens, faire et investir pour l'Europe, quels vont être les points forts finalement? Ah oui, c'est crucial. Il faut traiter chacune des questions qui nous est posée. Demain, on a un vote sur le pilier social, voilà. On a les travailleurs détachés, donc il faut prendre chacune des questions. Mais il y a quand même besoin d'une élaboration d'ensemble dans le Parlement européen en lien avec les citoyens. C'est-à-dire il faut inventer maintenant autre chose, sinon ça va imploser ou en tout cas ça va se distendre considérablement et pas au bénéfice des gens, pas au bénéfice de ceux qui sont au travail ou ceux qui n'ont pas de travail. Ce sera toujours au bénéfice des mêmes, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui profitent d'une manière ou d'une autre d'une Europe ultralibérale, mais demain, si on fait le national-capitalisme, ce sera la même chose, même on aura peut-être aggravé encore la concurrence et peut-être un peu la guerre. C'est ce pain-là que vous avez aussi sur la planche, Michel Révési. Ah oui, là il y a un enjeu très important. Et se poser vraiment la question d'une Europe, pour qui, pourquoi, c'est vraiment, et là, associer à la fois les États et la population. Et moi, ma crainte, c'est quand je vois Donald Trump, qui est un semeur de guerre, je me dis que si l'Europe, par les valeurs qu'elle va défendre, par son organisation et par la défense des citoyens européens, si elle n'est pas capable de montrer que ce modèle marche, que les gens, on augmente la qualité de vie de ces gens-là et pas justement tous ces dumpings social, fiscal, etc., eh bien on ira au mur. Donc l'enjeu, c'est une construction de solidarité, parce qu'avec le problème des migrants, des réfugiés, qui ne va que s'aggraver. Il ne faut pas penser qu'en mettant des forteresses partout, les gens ils vont rester chez eux s'il y a la guerre ou s'il y a la sécheresse, etc. Donc il faut intégrer tout ça et jouer sur la solidarité, la coopération, alors qu'on joue sur la compétition et la concurrence. Donc ça, c'est un nouveau modèle et on va mettre toutes nos énergies renouvelables, les forces progressistes, comme on dit, puisque c'était un terme à la mode, pour essayer de construire ça. Merci à vous. J'espère qu'il ne s'est rien passé juste devant nous, là, derrière dans cet hémicycle, pendant que vous étiez ici. Merci à nous, merci à vous. Merci à vous, bien sûr, qui nous avez suivis. Et puis, continuez à suivre l'actualité de cette session et du vote au Parlement européen sur notre site humanité.fr et sur Twitter, en direct. Au revoir, un autre débat demain ici, en direct du Parlement européen. On parlera justement de ce socle social que vous avez évoqué les uns et les autres dans ce débat. Merci à vous.